Bonjour l'œil de Patsy, l'œil de Patsy, l'œil de Patsy, l'œil qui tourne partout, l'œil qui voit tout. L'œil de Patsy Photo. Chima. Patsy Photo, toujours comme les internationaux d'avant. À travers la Zavari. Patsy va côté, vous photo, ça va commencer à changer. Ça va, c'est non ça, c'est beau. Suivez le Patsy Photo. Suivez le Patsy Photo. Suivez le Patsy Photo. Mabandiwe, Chima. S'est battu pour tous les Africains. Maintenant, le peuple congolais doit se battre pour tous les Africains. Après, ça sera la même chose pour le peuple tchadien. Et ensuite, ce sera la même chose pour la République démocratique du Congo. Donc, il faut qu'on unisse nos forces dans ce sens-là. Et il faut qu'on essaye d'adopter une communication qui soit plus cohérente et plus unifiée. Donc, le travail pour la diaspora, c'est un travail d'unification, de communication, de cohésion. Et puis, même, je dirais, la diaspora, ça avait très bien marché pour Burkina Faso. Elle a un rôle important parce qu'elle aide à la survie économique des familles au pays. Mais là, actuellement, il y a besoin d'un soutien financier. Pourquoi il faut un soutien financier? Parce que face à la dictature de Sassou, l'urgence actuelle, ce dont ont plus besoin nos frères et sœurs au Congo, c'est de pouvoir acheter des puces des pays voisins. On achète des puces de Kinshasa, on achète des puces du Gabon, selon l'endroit où on est, des puces de Cabinda, selon l'endroit où on se trouve, même de République centrafricaine si on est tout au nord, pour pouvoir fonctionner, même quand la dictature Sassou coupe les réseaux. Parce que de fait, l'important c'est la communication. La dictature, elle arrive à résister parce qu'elle coupe les communications pour pouvoir contrôler et empêcher le soulèvement de la population. Et au Burkina Faso, ce qui a marché, c'est que justement, il y avait la communication qui fonctionnait. Donc le rôle de la diaspora, c'est aussi d'envoyer de l'argent au pays pour acheter des puces de téléphone qui puissent fonctionner, même si on coupe le réseau congolais, qu'on puisse fonctionner sur les réseaux des pays voisins. Ça, c'est une priorité. De même, c'est d'envoyer des téléphones, qui est des applications comme Snapchat, qui permettent de fonctionner en Wi-Fi entre téléphones, même s'il n'y a pas de réseau téléphonique. Donc ça, c'est une responsabilité, c'est une organisation. Donc ce qu'ont fait nos frères et sœurs burkinabés, on peut le faire au Congo. Donc, mais l'urgence, c'est ça, c'est l'organisation. Il faut être concret. Dire, l'heure, elle n'est pas au débat actuellement. L'heure est à l'action. Donc, c'est une action cohérente, unie, tous ensemble. C'est ça qu'il faut faire, le message. Et je dirais, les choses sont en train de basculer. Donc, mais pour qu'elles basculent totalement, il faut qu'on montre qu'il y a une détermination du peuple congolais, qu'il y a une détermination des peuples frères, et que toutes les diasporas sont unies pour aller dans ce sens-là. Parce que s'il y a des hésitations, ben, ce sera la même chose. Parce que ce qu'Adio rappelait en introduction, c'est malheureusement vrai. Je veux dire, au niveau de l'Union européenne ou au niveau des autorités françaises, quand on leur parle du Congo-Brazzaville, on recevoir une délégation, ils disent oh, attendez, s'il y a une délégation qui vient, ils vont passer le temps à se disputer entre eux, ils vont perdre une heure à disputer entre eux, donc on va attendre qu'ils soient mis d'accord avant de les recevoir. C'est un peu ça, donc il faut casser cette image. Donc il faut donner une image d'unité et de détermination. Sans unité, sans détermination, il n'y a pas de lobbying efficace. Donc, et il y a besoin, c'est un combat qui est panafricain. Et ce que les multinationales et même les grandes puissances internationales commencent à comprendre de notre message, parce que tout est une question d'intérêt. Moi, quand je vais à l'Union européenne, qu'est-ce que je leur dis? Je leur dis pourquoi il faut aider la démocratie dans les principaux pays du continent africain? Parce qu'il y aura un meilleur partage des richesses, et vous n'aurez plus tous ces flux migratoires. Parce qu'à partir du moment où vous avez la démocratie qui arrive au Burkina Faso, la démocratie qui arrive au Congo, en République démocratique du Congo, qui arrive au Tchad et ailleurs, eh bien vous avez une bonne partie de la diaspora qui va pouvoir retourner au pays librement, dans leur pays d'origine, retrouver leur famille dont ils ont été séparés, etc. Et donc vous aurez un problème économique en moins. Vous n'aurez plus à gérer tous ces flux migratoires. C'est triste à dire, mais c'est un langage qu'ils comprennent. C'est une question d'intérêt de ce point de vue-là. Et ça, ils le comprennent. Et c'est comme ça que les choses basculent. Alors disons, vous avez une stabilité qui est organisée, il y a un meilleur partage des richesses, et donc ça veut dire que là aussi les choses se renégocient. Moi, je conseille certains États démocratiques africains, par exemple, pour la renégociation de leur convention de partage de production pétrolière, pour que ce soit plus équitable. Donc, et ça sont des choses, et ça marche.
Donc, et ça peut se faire dans tous les pays. Et les puissances occidentales l'acceptent parce que de fait, elles y trouvent leur intérêt. Quand actuellement vous traitez avec le Congo-Brazzaville ou avec le Gabon, les compagnies pétrolières savent qu'il y a 50% de ce qu'elles payent qui est détourné par le clan présidentiel, par la famille présidentielle, et c'est un coût de corruption qui leur coûte très cher. S'ils ont un État démocratique, ils auront une convention de partage de production pétrolière qui sera transparente, il n'y aura pas cette corruption, il y aura publication des comptes, on saura qu'il y aura 20% de la redevance pétrolière qui va servir à construire des hôpitaux, des écoles, ça sera transparent, ça sera dans les comptes de la nation. Alors qu'au Congo-Brazzaville comme au Gabon, eh ben, 50% des revenus pétroliers ne figurent pas dans les comptes de la nation, dans le budget national. Il n'y a aucune traçabilité. Ça va directement dans les poches de la famille présidentielle au pouvoir. Donc, et ça, les multinationales, elles le comprennent. À partir du moment où on leur dit, vous avez un cadre librement négocié, démocratique, ça vous coûtera moins cher en corruption. Pour moi, c'est clair et net, il faut que ça se dégage. Merci, salut. Et donc, Samba Dia. En Mauritanie, ils ont toujours véhiculé une cliché que la Mauritanie, c'est un pays arabe. Et en même temps, ils ont des appuis partout dans le monde, en particulier certains pays arabes. Bien sûr, il y a la complicité certains pays occidentaux, dont je ne vais pas dire les noms. La Mauritanie a obtenu son indépendance en 1960. En 1966, il y a eu des cadres noirs qui ont manifesté et qui demandaient que la question nationale soit réglée. En Mauritanie, finalement, ils étaient 19, il y a eu des arrestations, d'autres sont réfugiés au Sénégal et tout ça. Et nous, on est entré dans l'arène politique en 1979, on était encore très jeunes. On a continué jusqu'à qu'on a créé FLAM en 1983, qui a regroupé des mouvements politiques. Et finalement, en 1986, il y a eu des arrestations parce qu'on avait distribué un manifeste. Et malheureusement, après ça, il y a eu des arrestations et tout ça. Des gens qui ont été envoyés à Ouadata, certains même ont fini là-bas de vie et tout ça. Et nous, on s'est réfugiés au Sénégal pendant 15 ans. En 1989, il y a l'événement en Mauritanie, c'est ça que je voulais parler. Il y a eu énormément de déportés, des gens qui ont été assassinés. Finalement, ils ont dit qu'il y a eu une tentative de coup d'État. Ils ont arrêté pas mal de militaires, c'était en 87. Il y a même 3 militaires qui ont été fusillés. Alors ça continue, heureusement nous, en étant jeunes au Sénégal, quand même on était bien armés sur le plan politique. Parce que même les autorités sénégalaises même étaient étonnées. À chaque fois qu'ils étaient face à face, quand on discutait tout ça, ils disaient que vous êtes bien formés politiquement. Et effectivement, c'est ça. On a quand même fait là-bas au Sénégal un bon boulot. Finalement, on a obtenu quand même la libération de nos camarades qui étaient emprisonnés à Ouadata. Et la lutte continue jusqu'à présent, ici en France et partout dans le monde. On peut dire même que c'est à cause de notre mouvement que la Mauritanie commence un peu à respirer ce qu'on appelle l'ère de la démocratie au temps de Kaya en 1991. Et pratique, on ne peut pas parler comme ça sans parler du problème de l'esclavage en Mauritanie. Ça, il y a maintenant plus de 1800 ans en Mauritanie. 1800. Et d'Allah, il a dit que voilà, il a sorti un décret, maintenant, abolition de l'esclavage. Et finalement, Maoudia aussi, c'est la même chose. Et Abdelaziz aussi, c'est la même chose. Mais quand même, nous tous, Mauritaniens, nous continuons toujours à souffrir de ces fléaux-là. Bon, pour revenir un peu au problème du Congo, parce que Maître, il a tracé le voie. Parce que le problème, je pense qu'il n'y a pas une concertation au Congo. Et même il a dit tout à l'heure, il y a des petits groupes, etc. Parce que moi, je suis très bien l'évolution politique de ces pays-là. Depuis, en étant un petit, Mariam Gouabi, Kelela, etc., etc.
les ninjas, c'est ça, non? Les ninjas. Les ninjas et tout Les ça. cobras, et les tout ça, zoulous. voilà, jusqu'à présent. Et Sassou, lui, il ne veut pas, il va continuer toujours à gouverner ces pays-là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un mouvement fort dans ces pays-là. Si nous voyons même comment il est arrivé, même d'ailleurs, comment, il y a des bon, de toute façon, je voulais parler des référendums qu'il avait là-bas pour changer la constitution, tout ça. Il y a le général qui est de l'autre côté, il y a l'autre qui est de l'autre côté. Donc il y avait 8 partis politiques qui sont présentés, plus 8. Donc ils étaient 9. Donc c'est à partir de là, lorsque j'ai entendu tous ces petits groupes-là, j'ai dit que voilà, c'est sûr et certain que ça se va passer. Mais non, il ne faut pas toujours attendre l'intervention qui va venir de l'extérieur. Il va falloir que les Congolais eux-mêmes d'ailleurs s'unissent, dire ce qu'ils veulent. Il a donné l'exemple au Burkina, parce que Blaise avait changé, modifié l'article 37. Mais les gens étaient conscients, avec aussi l'appui de l'opinion internationale. Il ne faut pas toujours attendre, voilà, il faut que les Occidentaux nous aident et tout ça. Non, le problème c'est un problème africain d'abord, en particulier un problème congolais. C'est à partir de là, s'il y a des mouvements, des organisations très fortes, et là, ça va ouvrir une porte. Et là, toute personne qui a la volonté de vous aider aura l'occasion ou trouvera une petite porte là pour venir vous soutenir. Bon, donc, comme Koya m'a bien parlé, là, je voulais encore rester avec vous, mais j'ai quelqu'un qui est malade. Donc là, mais ces gens-là sont en train de crier, qu'est-ce qui va pas? Voilà, ces gens, la plupart des Mauritaniens se trouvent en prison. On dit, ah, mais moi aussi, j'ai mon frère, j'ai mon fils qui est en prison. Le président mauritanien, comment il s'appelle? Je dis, Abdelaziz. Il a commencé. En bas, Abdelaziz, en bas, Abdelaziz. Ouais. Donc, en politique, il y a une stratégie politique. Dès que vous laissez ce chemin-là, vous êtes foutu. Et c'est loin encore. Bon, je félicite le Parti Socialiste à ceux qui ont communiqué pour dire, voilà, oh, ça il faut arrêter là. Mais par contre, il y a d'autres pays qui sont derrière, qui ont dit, bon, vas-y, là, il faut tester. Si les gens restent calmes, ça y est, ça passe. C'est le même problème qui va se passer. Il a dit tout à l'heure, s'il arrive à rester au pouvoir, Kabila va rester. Parce que là, il est en train de tester. Il est en train de tester pour voir ce qui va se passer. Il y a Déby qui est là, qui a commencé même à envoyer des gens en prison et tout ça. Déjà. Mais lui, ils ont besoin de lui, parce qu'il est en train de taper fort sur les islamistes. Au Mali, et au Cameroun, y compris au Nigeria. Parce qu'ils ont besoin de lui. Maintenant, là, ça dépendra que vous et nous. Bon, maintenant vous allez m'excuser parce que on a pris l'initiative d'aller de pays frères africains. Ça m'interpelle. Donc ça pose certains problèmes. Je pourrais dire que c'est la problématique, c'est-à-dire ça nous met en difficulté. Parce que le constat que je fais depuis que je suis dans cette pique-là, chacun fait de son côté, sans se concerter avec les autres formations. Certains ont la volonté d'aller vers les autres, mais ce n'est pas tous. Ceux qui ont la volonté d'aller vers les autres se font casser, et d'autres pensent bien faire seuls, mais malheureusement, c'est en rassemblant nos forces que nous arriverons à un résultat. Et tous ensemble, et en bénéficiant aussi de l'apport de nos frères africains. C'est bienvenu. Nos frères aussi français, puisque nous vivons en France, c'est bienvenu. Tout pays européen qui pourra contribuer au bien-être du peuple congolais, nous acceptons. Mais il faudrait que nous rassemblons nos forces. Divisés, nous sommes faibles. Et je vais reprendre un proverbe de chez nous qui dit « c'est avec les 5 doigts de la main qu'on nettoie son visage ». Donc, j'ai bien entendu le message de nos frères africains, c'est un message fort. J'espère que nous serons des relais auprès de toutes les instances politiques qui existent ici en France, afin que toutes les forces politiques de la diaspora se rassemblent. J'ai un ami qui a un parti politique au Canada, je vais le contacter ce soir pour lui en faire part, je sais qu'il est très engagé. J'ai certains amis qui sont dans des partis politiques aussi, je ferai le relais. Et je pense bien que si ensemble nous décidons de construire quelque chose avec des objectifs communs, nous y arrivons. Mais dispersés, nous sommes affaiblis.
Et je remercie beaucoup nos frères africains. Je m'excuse au nom des Congolais si vous avez eu l'impression qu'on vous a offensé, parce que vous faites des manifestations. La diaspora congolaise sur le plan politique est absente. Moi en politique, j'ai fait de la politique au pays. Mais depuis que je suis en France, je ne suis pas dans la politique. C'est ce qui fait que je n'ai pas eu d'engagement ici en France. Moi en Afrique, j'étais engagée. J'ai eu la possibilité de m'engager, mais après j'ai été déçue suite à tout ce qui s'est passé au Congo et éventuellement un peu en Afrique où c'est vrai que l'alternance démocratique, c'est pas très évident. Mais rien n'est perdu, il faudrait qu'on se batte ensemble. Je pense que nous y arrivons. Je remercie ma sœur Sadio qui fait l'effort à maintes reprises de rassembler. Quand bien même les gens pensent le contraire, les gens lui prêtent des intentions, je la découvre de jour en jour. Et je pense que chacun de nous doit faire de ses qualités une force. Nous avons tous des points faibles, mais mettons de côté nos points faibles, rassemblons nos potentiels, nos forces, convergeons vers un même point. Le but, c'est que ce monsieur parte. Et utilisons tous les moyens possibles que nous avons à notre portée, à tous les niveaux, que ce soit sur le plan juridique, sur le plan social, au niveau des lobbies, au niveau des partis. Utilisons tous les éléments qui sont à notre disposition et développons un partenariat, mettons en place un réseau immense afin que nous arrivions à construire cet objet commun et qu'on puisse libérer le peuple congolais. Alors, déjà, je vous remercie d'avoir été ici. Je vous remercie aussi, mon frère, parce que à la mairie de Gambetta, vraiment, votre invitation, j'avais apprécié. C'est dans ce sens-là qu'on devait vraiment être. Et il y avait tout le monde, hein. Il y avait toutes les couches d'Africains représentées à cette réunion-là. Nos frères d'outre-mer et d'Afrique et du Maghreb. Maître, quand même, vous avez évoqué quand même 2 points essentiels. Hein. Vous avez évoqué 2 points essentiels, celui concernant M. Sassou, la manière où il gère le pays. Hein. Parce que ce que je reconnais, il a vraiment divisé le pays. Donc, ce côté-là, il a vraiment divisé le pays, divisé pour mieux régner. Donc, il a longtemps joué sous ce chantage que moi, quand je ne serais pas sur le chaos. Et autre chose, c'est que vous avez évoqué aussi ce qui est vrai. Il faut aussi dire la vérité. Nous ne sommes pas unis. C'est quelque chose que j'ai souvent longtemps évoqué. Parce que en 1997, quand il avait fait son coup d'État, peut-être qu'il y avait des gens qui n'étaient pas encore sur la place de Paris, on était en train de manifester pendant 97, 98, 99, 2000. Pourquoi ça avait échoué? C'est aussi les mêmes erreurs. C'est aussi les mêmes erreurs qu'on est en train de reproduire. Parce qu'on n'était pas aussi unis. Il a divisé le pays et en même temps il a divisé aussi la diaspora. Ça, il a toujours vraiment su jouer sur ça. Je ne serai pas long parce que la situation me révolte, et surtout quand j'ai suivi les images hier via Facebook, qui se promenait un peu dans les rues de Brazzaville, qu'il allait dans les administrations pour dire bon, donnez-moi la liste de ceux qui ne sont pas présents, je vais les virer. C'est vrai que c'est. Et puis un pays qui a déjà un taux de chômage de 76%. C'est ça, les radiés, les termes d'évoquer. Ça montre. C'est ça, non, c'est ça. Donc, je suis toujours dit, toujours rappeler vraiment à nos compatriotes, le Congo ne lui appartient pas. Il n'est pas plus congolais que nous. On ne va pas l'accepter. Vraiment, M. Sassou, la manière dont il se comporte, c'est vraiment, c'est des choses pour moi suivantes pour l'Afrique. Bon, aujourd'hui, les autres pays sont en train d'observer la manière dont il est en train d'agir. Donc, je sais qu'il partira en retour. Et si on le laisse là, c'est que les autres pays vont suivre l'exemple. Donc, nous avons la République démocratique, nous avons le Cameroun, nous avons aussi Driss Déby. Voilà. Donc, le Djibouti aussi. Il est pas mal aussi. Et il est arrogant, M. Sassou. Très arrogant. Moi, je l'ai déjà suivi. Longtemps, je le suis. Hein. Moi, depuis longtemps, je combats M. Sassou. Depuis longtemps. Donc, je suis déjà parti chez Total à plusieurs reprises. J'ai des vidéos. Surtout, dernièrement, quand je suis parti, c'est quand il y avait l'émission Complément d'enquête. Quand on avait évoqué sur M. Majori, quand il s'était rendu à Brazzaville, et dans cette émission, on avait expliqué que Total verse 3 milliards, en dehors de ce qui concerne la vente pétrolière. Total verse 3 milliards d'euros pour construire des hôpitaux et des écoles.
j'étais tellement révolté, le lendemain matin, je suis parti chez Total. J'ai la vidéo. Ça a fait un scandale, jusqu'à quel point les policiers qui se trouvent non loin de là, mais chez Total, ils sont venus, ils m'ont interpellé, bon, il n'y a pas eu de contrôle d'identité, j'ai expliqué. Il y avait des policiers qui étaient aussi d'accord avec moi, ils ont dit vous avez tout à fait raison. Ce que les policiers m'ont dit ce jour-là, ils m'ont dit si vous êtes nombreux à venir faire ce bruit ici, là, les choses vont changer. Parce que ces grandes entreprises, ils n'aiment pas qu'on vienne faire du bruit. Exactement. Mais pourquoi on n'arrive pas à le faire? Parce qu'on n'est pas humain. Parce qu'on n'est pas humain. Alors qu'on avait bien démarré là. Voilà, ok. Maître, sérieusement, je vous demanderai seulement une seule chose, maître, sincèrement. Je sais que vous avez aussi les moyens. Si vous pouvez obtenir un renvoi auprès de l'Élysée, pourquoi? Parce que moi je sais que, je l'ai toujours dit, notre problème se trouve vraiment à l'Élysée. Le problème du Congo-Brazzaville se trouve à l'Élysée. On peut beau faire du bruit, là où on pourrait y aller, mais le problème se trouve vraiment au palais de l'Élysée. Quand on avait été reçu à la Commission européenne, donc, par M. Louis Alliot, à la Commission européenne, parce que ce que je peux vous dire, très sérieusement, là je ne regardais plus l'étiquette politique, hein, mais c'est quelqu'un qui s'est battu pour qu'on parle du Congo-Brazzaville. Parce qu'à la Commission européenne, il n'y a jamais, on a bien parlé d'autres pays, mais le Parlement européen. Parlement européen, excusez-moi, Parlement européen, on a bien parlé de ce qui concerne les autres pays, mais quand il s'agit du Congo-Brazzaville, silence total. Donc, pas de question de parler de Congo. Donc, au moins, il a pu organiser cette conférence qui avait eu lieu sur le Congo-Brazzaville, et on a aussi entendu certaines choses cachées, ce qui concerne M. Sassou Nguesso. Bon, je sais qu'à votre niveau, si vous pouvez vraiment faire un effort d'obtenir des rendez-vous, que ce soit au Palais de l'Élysée ou avec les conseillers du président François Hollande, que ce soit lui-même, là, il est question de dire les choses clairement. Il faut maintenant se dire la vérité en face. À quoi joue vraiment l'Élysée? Parce qu'à quoi joue vraiment l'Élysée? Parce que le problème, c'est que j'ai comme l'impression que jour au jour, c'est que, bon, après on va oublier, après comme si les choses vont revenir dans la normalité, bon voilà, bon, M. Sassou Nguesso, bon, il va rester là. Moi je sais qu'il ne va plus être là. Bon, je sais de quoi je parle, mais la pression doit toujours demeurer. La pression doit toujours demeurer. Donc, nos actions à nous, c'est que nous menons des actions, c'est pour faire entendre un peu la voix du peuple congolais, quoi. Voilà, donc je demande vraiment, je sais que vous nous soutenez déjà beaucoup, vous faites vraiment beaucoup en ce qui concerne le Congo-Brazzaville, mais s'il faut vraiment que vous puissiez encore toquer d'autres portes, moi je crois qu'honnêtement il faut vraiment les toquer parce que M. Sassou Nguesso, il se moque bien vraiment, non pas du peuple congolais, mais du peuple africain, et un peu les autres pays du monde. Donc on doit lui faire comprendre que voilà, il n'est pas le plus puissant qu'il croit l'être, et qu'il doit répondre aussi de ses crimes, comme ma soeur a pu le dire. Quand on parle du cardinal Mbelina, on oublie bien que c'est le premier cardinal d'Afrique centrale, et que ce cher monsieur, quand même, qui était le cardinal Mbelina, avait été enterré vivant. Et le mois de mars, au Congo-Brazzaville, il y a eu beaucoup de crimes. Beaucoup de crimes. Donc, voilà. Donc, il en sait tellement beaucoup, M. Sassou Nguesso, dont il est responsable. Donc, c'est pour ça qu'il évite vraiment qu'on puisse étaler tout cela. Et son rêve à lui, ça a toujours été depuis longtemps, je l'ai toujours dit, il veut mourir au pouvoir, ne pas rendre compte de tous ses crimes. Voilà. Donc, nous, peuple congolais, Tu vois? Le nez, il est un peu trop serré. Donc, je l'ai à peu près ouvert pour toi. Il a les mains trop fragiles. C'est délicat. Voilà. Voilà, il a beaucoup changé. Quand on dit qui voyage, ça masse les doctorats, c'est tout ça.